souvent les gens qui font des burn-out, c'est pas des branleurs qui foutent rien. C'est pas ceux qui viennent et qui repartent juste pour avoir un salaire. C'est des gens qui sont souvent très investis, surinvestis dans leur travail et qui, justement, parfois compensent un peu l'incompétence ou le manque de personnel autour d'eux et qui, du coup, vont trop tirer sur la corde et ne pas s'autoriser à être à l'écoute de leurs limites, voire même, s'ils essayent d'être à l'écoute de leurs limites, peut-être que les autres vont dire « mais comment oses-tu être à l'écoute de tes limites alors que moi je me sacrifie pour mon travail ? Comment oses-tu refuser de venir faire un remplacement alors que moi, j'ai pas été voir mon fils ce week-end parce que j'ai fait un remplacement parce qu'on m'a appelé ? Comment oses-tu être respectueux de tes propres limites alors que moi je me sacrifie ? » Et effectivement, souvent on ne tolère pas que les autres s'autorisent des choses que nous on s'interdit. C'est la deuxième fois sur cette chaîne que j'ai une pensée pour les gens qui font de la zététique et qui se sont, pour certains, grillés en fait eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils en ont eu marre, ils sont sortis de la zététique parce qu'ils en pouvaient plus, parce qu'en fait il y avait cette connaissance des biais cognitifs, le fait d'aller débunker en fait plein de choses et d'avoir l'impression d'avoir tout compris, et finalement c'est devenu en soi un cercle très fermé, pas du tout accessible à tout le monde, et donc du coup ça a fini par être étouffant parce que ça manquait de perméabilité, ça manquait de respiration, et puis ça manquait de conscience du fait que c'est pas parce qu'on connaît les biais cognitifs qu'on n'est pas bourré de biais cognitifs. Et même si on le dit avec la tête, parce que je pense que ces gens sont suffisamment intelligents pour le dire avec leur tête, c'est pas pour autant que ils se vivent pas comme étant exempts de ces biais en question. Le pathos c'est toujours là. Quoi qu'on fasse, et comme tu le dis, c'est une très bonne image, j'aime bien le fait de dire vas-y, amène la personne dîner avec ses parents, on verra ce qui se passe. Mais tu vois, la zététique, c'est un très bon exemple de comment parfois le pathos se prend pour du logos. C'est-à-dire comment on se raconte l'histoire qu'on est dans du logos, alors qu'en réalité, pas du tout. Tu vois, par exemple, un bon exemple de ça, c'est Thomas Durand. Le Thomas Durand de la chaîne Tronchambier. Il y a eu une polémique en 2024 avec Idriss Aberkane où ils se jetaient des crottes de nez mutuellement au visage par vidéo interposée pendant quelques mois, comme ça a fini en procès, etc. En fait, Thomas Durand, c'est l'archétype de celui qui, en permanence, cherche à définir un cadre dans lequel il pourra se sentir en sécurité. Les gens sont en sécurité. Il va chercher à s'intéresser justement à la science et au diplôme académique en disant, bon voilà, ceux qui ont un diplôme, ils ont fait des études, du coup, ils ont une sorte de validité, de compétences, a priori, on peut le supposer, puisqu'ils ont réussi des examens, ils ont fait des stages, etc. Et il va y avoir chez lui très souvent une confusion entre les diplômes et la compétence. Où il va se dire, le diplôme est un repère qui m'apporte un sentiment de sécurité, et du coup, je vais davantage faire confiance à des gens qui ont un diplôme qu'à ceux qui n'en ont pas. Il va en permanence chercher à s'intéresser à l'état de la recherche. Il va s'intéresser, tu vois, par exemple, le MDR. Il a fait une vidéo sur le MDR, mais ça fait des années qu'il en parlait de l'EMDR. Il disait tout le temps, voilà, ça m'a l'air d'être un truc un peu bullshit, c'est nul, etc. C'est bizarre, le mouvement des yeux, moi j'y crois pas, je pense que c'est de la pseudoscience, etc. Et en fait, il y connaissait que dalle. Mais en fait, il avait un a priori qui l'amenait à considérer que c'était nul. Et en fait, il a regardé la recherche et il s'est rendu compte qu'il y avait 20 000 publications sur le sujet et qu'a priori ça marche et que ça fonctionne et que tout le monde est d'accord là-dessus. Et du coup, il a un peu changé d'avis. Mais en fait, il continue d'avoir cet a priori qui est très pesant, qui est très tenace, où en fait, il va surtout consacrer dans sa vidéo sur le sujet, qui dure genre 50 minutes, il va consacrer au moins une demi-heure à montrer toutes les approches parallèles qui se sont développées parce que le titre n'est pas protégé, EMDR, et du coup il va y avoir plein d'autres trucs un peu bullshit qui vont sortir, un peu mystiques, etc. Où on peut s'y former en 1 heure sur Facebook, quoi, en gros, pour devenir machin certifié avec un truc qui vaut rien. Et du coup, il va considérer que parce que tous ces trucs-là existent, alors c'est dangereux, alors faut faire gaffe, etc. Et en fait, on voit à quel point ce mec est terrorisé et cherche absolument à se rassurer et à se sentir en sécurité en s'accrochant à certains repères, comme les diplômes, les certifications, les organismes de formation qui sont justement tamponnés par l'État, etc. Parce que tout ça, ça lui apporte un sentiment de sécurité. Et la réalité, c'est juste qu'il est terrorisé, il a peur, et il a beaucoup de mal à
se poser avec sa vulnérabilité et à exprimer à quel point il a peur et à quel point le monde lui fait peur. Et du coup, il va chercher à dire, mais non, j'ai pas peur, je suis un être rationnel, je cherche juste à proposer une diffusion du savoir et de la connaissance parce que c'est mon domaine de compétence, c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je sais faire, et donc je le fais. Mais il le fait parce qu'il a peur. Parce que du coup, il essaye Hmm. de se rassurer lui et de rassurer les autres. Et ça, c'est du pathos. Et c'est ok, c'est pas grave, on a tous du pathos. Moi, je suis devenu psy parce que j'aime pas les conflits. Et parce que les conflits, ça me met en difficulté, et parce que j'avais peur d'être quelqu'un de dangereux, de violent, etc. Parce que des fois, je suis en colère. Et du coup, je voulais comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ça va, en fait. Tous les gens vont en psycho parce qu'ils ont peur d'être fous. C'est le principe d'aller en fac de psycho, mais c'est pas grave. Le but, c'est juste d'apprendre à se connaître à cet endroit-là, là où on est sensible, là où on est vulnérable, et là où potentiellement on peut être dépassé par justement ce qui nous déborde et faire des bêtises, avoir des comportements qu'on va regretter après, quoi. On en revient pour moi à ce mot de connexion. C'est-à-dire que là, dans ce que j'ai des images qui me viennent. Je suis désolé, je te les partage. Plaisir. Dans ce que tu me Vas-y. racontes sur Thomas Durand, en fait, c'est comme si il y avait des choses qui avançaient vers lui, donc des sujets, des disciplines, et que il fallait les ranger dans deux bacs, tamponnés ou pas tamponnés, quoi. Et que C'est donc ça. du coup, comme il est occupé à faire ça, il peut pas se connecter ni à lui qui est en train de faire ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est à deux bacs et pourquoi il est obligé de mettre les choses qui arrivent d'un côté ou de l'autre et pourquoi il peut pas se connecter aux gens qui font les trucs en question parce que c'est les disciplines et c'est pas les personnes. Là, s'il se connectait à une personne, il y a une histoire de d'essentialisation là pour le coup. C'est-à-dire que c'est la pratique. Enfin, je sais pas. Il suffit de regarder la statistique qui dit que la relation patient thérapeute et pour majorité dans les avancées en fait de la personne qui vient consulter pour débunker juste ben voilà ça y est c'est bon c'est débunker son Mais truc c'est-à-dire que il y a eu même pire que s'il y a une ça. bonne relation. C'est-à-dire que non seulement la danse thérapeutique compte pour 40% des bénéfices thérapeutiques des patients, mais en plus, ce que la recherche tend à montrer, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les psychothérapies dispensées par des soignants diplômés et les psychothérapies dispensées par des psychopraticiens non diplômés. Il n'y a pas de différence en termes de bénéfices. Ça, c'est un mythe. Croire que les psys, parce qu'ils ont un diplôme, sont des meilleurs thérapeutes que les gens qui n'ont pas de diplôme, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité de ce que montre la recherche, en fait, déjà. Donc déjà, le repère comme quoi un diplôme garantit des compétences, il part en fumée en fait. Euh, et il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah oui, si. Tu vois, par exemple, l'ostéopathie. Je me suis intéressé il y a pas longtemps à l'ostéopathie, notamment périnatale, pardon, l'ostéopathie pour les nourrissons, les jeunes enfants, parce qu'il y a plein de parents, de jeunes parents qui ont des problématiques, etc., pour l'allaitement, pour le couchage, etc. Et en fait, j'ai essayé de me renseigner et sur Internet, souvent ce qu'on va trouver, c'est des gens qui, dans les milieux zététiques, etc., vont débunker l'ostéopathie. Vont dire que c'est une pseudoscience, que ça marche pas, que c'est comme la sophrologie, que c'est comme tout ça, c'est des trucs ésotériques, un peu mystiques, etc. Sauf qu'en fait, pourquoi les jeunes parents se tournent vers des ostéopathes ou vers des sophrologues, etc. Bah parce qu'ils ont un problème, une difficulté qu'ils cherchent à résoudre. Ils ne savent pas comment la résoudre par eux-mêmes, donc ils vont chercher l'aide de soignants, de gens qui ont des connaissances et des compétences qui vont pouvoir être utiles. Et en fait, si ces parents qui ont des difficultés, par exemple, qui n'arrivent pas à allaiter, ils vont voir le médecin, qu'est-ce qu'il va dire? Le médecin, il n'y connaît rien. Les médecins, ils ont eu 2 heures de cours sur l'allaitement dans leur carrière, dans leur cursus, ils n'y connaissent que dalle, en fait, souvent, s'ils ne sont pas formés. Et du coup, les médecins vont dire ah bah voilà, faut encaisser même si vous avez mal. Ah bah du coup, faut arrêter d'allaiter, faut passer au biberon parce qu'il faut pas que l'enfant il perde du poids, etc. Et en fait, ils vont pas, en fait, ils vont servir à rien entre guillemets. Je dis pas ça de façon péjorative, c'est la réalité. Ils ne sont pas formés, ils ne savent pas faire s'ils sont pas spécialisés. Alors évidemment, il y a des gens spécialisés là-dedans, il y a des conseillères en lactation, des machins comme ça, des gens dont c'est le travail que d'accompagner des jeunes parents. Mais en fait, parfois, les parents ne trouvent pas de solution simple à leurs problèmes et du coup, ils vont chercher des solutions là où ils peuvent. Et du coup, si je dis à un jeune parent, va pas voir un ostéopathe ou une sophrologie parce que c'est nul, c'est une pseudoscience. Sauf que le problème, il est toujours là. L'enfant a toujours un problème pour dormir ou pour allaiter, etc. Et du coup, le parent, il peut pas juste rester passif en mode, ah bah c'est comme ça, tant pis. Non, non, le parent, il a besoin de chercher des solutions, d'aller explorer tout ce qui peut être utile et bénéfique. Et du coup, forcément, les gens vont se tourner vers des pratiques parfois un peu moins conventionnelles, mais parce que les gens cherchent des solutions à leurs problèmes. Et en fait, effectivement, quand tu dis que en esthétique, souvent, il n'y a pas d'écoute, effectivement, en fait, euh, on en revient à l'effet contextuel, c'est qu'il y a des soins, il y a des pratiques qui marchent non pas pour
pour l'effet pharmacologique ou pour la pratique elle-même, mais qui marche parce que justement il y a de l'humain, parce qu'on prend le temps, parce qu'on prend soin, parce que justement on est à l'écoute, etc. Tu vois, quand il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis, il y a un bouquin, donc le corps douglerien de Bessel van der Kolk, qui explique, d'après la recherche, quelles sont les pratiques qui ont le plus de bénéfices pour prendre en charge les patients traumatisés après les attentats. Et ben, moi, je m'attendais à ce que dans les approches principales, il y ait les meilleures approches de psychothérapie, de psychotrauma, tu vois. Et en fait, non, le MDR n'était qu'en 4e position. Et en premier, il y avait l'acupuncture et le yoga, tu vois, un truc comme ça. J'étais vraiment surpris, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Comment ça se fait que ces trucs-là ont eu davantage de bénéfices que des pratiques dont l'efficacité est démontrée scientifiquement? Et donc, je me suis dit que peut-être on avait des choses à apprendre de ça, en fait, de cette information-là. Et que plutôt que de se dire, ah bah, l'acupuncture, c'est pas démontré, donc c'est nul, donc faut pas faire ça, de dire, ok, ça a des bénéfices objectifs, on peut le démontrer. Alors peut-être que c'est pas pour des raisons de méridien ou de chakra ou de je ne sais quoi, que c'est pas ce truc-là qui a des effets, mais en tout cas, il y a quelque chose dans la pratique de l'acupuncture qui a des bénéfices objectifs. Et peut-être qu'effectivement, plutôt que de juger et de condamner des pratiques sous prétexte que leur théorie serait ésotérique et non démontrée, peut-être que c'est intéressant d'abord d'écouter, de dire, ok, qu'est-ce qui t'a fait du bien là-dedans? Qu'est-ce que tu as trouvé bénéfique? Et d'être curieux et d'être ouvert, de rencontrer les bénéfices, tu vois. Et c'est pour cette raison-là que sur mon podcast, j'ai commencé à faire un format qui s'appelle RC pour les rencontres, où du coup je donne la parole à différents types de soignants qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur Internet, en tout cas j'entends pas souvent. Tu vois, une psychomotricienne, une art thérapeute, une naturopathe. Bientôt, je vais donner la parole aussi à une sophrologue, par exemple, ou à des gens comme ça. C'est systématiquement des approches qu'un zététicien random lambda va considérer comme des pseudosciences, comme des choses qui sont dangereuses, dérives sectaires potentiellement. Sauf que dans la réalité de la santé mentale et de la prise en charge des gens qui sont en souffrance, eh ben, il se trouve que ces approches-là, des fois, elles apportent des bénéfices et que il vaut mieux proposer une approche dont l'efficacité repose sur l'effet contextuel et placebo, plutôt que de laisser les gens dans la souffrance sans rien faire d'autre que de les anesthésier avec des traitements pharmacologiques qui, certes, ont des effets apaisants, mais qui ne résolvent pas les problèmes et qui, surtout, ne rendent pas les gens autonomes. Parce que, tu vois, d'un certain point de vue, par exemple, la sophrologie, on peut voir ça de façon purement pragmatique, comme apprendre aux patients à utiliser leur imagination pour se faire du bien. La visualisation mentale, les trucs comme ça, tu vois. Et en fait, on peut très bien condamner les aspects un peu irrationnels de certaines théories de la sophrologie, mais par contre, il est évident que apprendre à utiliser son imagination, ça peut être bénéfique, objectivement. Et dans sa vidéo que va sur la sophrologie, Thomas Durand, il critique une étude qui compare la sophrologie et la danse-thérapie en disant que la sophrologie n'a pas de bénéfice supérieur à la danse-thérapie sur les patients, sous-entendu, donc c'est nul. Ce qui est absurde, parce que la danse-thérapie, c'est aussi génial, en fait. Et en fait, évidemment que proposer à des gens de danser, ça va avoir des effets bénéfiques, ça va travailler la motricité, le lien social, la complicité. Et évidemment que ces pratiques-là, elles ont des effets bénéfiques, en fait. Et que c'est pas parce qu'il n'y a pas de théorie solide, épistémologiquement robuste derrière ces pratiques, que les pratiques elles-mêmes ne sont pas bénéfiques et intéressantes. Et tu vois, il y a des gens qui voudraient interdire ces pratiques dans les milieux hospitaliers. Il faudrait interdire la danse-thérapie, la sophrologie ou la psychomotricité, parce que soi-disant que ce seraient des approches dont l'efficacité n'est pas démontrée, mais alors qu'en fait, les patients, ils ont des bénéfices, et que tu le vois quand tu travailles au quotidien avec des gens, en fait. Tu vois bien à quel point ces pratiques peuvent devenir des repères sécurisants, rassurants, des choses qui développent le lien, des choses qui développent des compétences, et qu'en fait, c'est évident que c'est intéressant, et que surtout, il y a des gens qui sont prêts à s'investir là-dedans, à dépenser de l'argent pour participer à ces trucs-là. Et du coup, pourquoi on interdirait ça sous prétexte que c'est pas tamponné au niveau du logos, solide, robuste, etc. Il y a vraiment un truc de l'ordre d'une forme de tyrannie qui est si ça ne rentre pas dans mon cadre sécurisant, alors je veux que ce soit interdit et c'est dangereux. C'est pas du logos, en fait, in fine. Ouais, c'est ça. C'est ça, et du coup, c'est déraciné, en fait, de la communication avec les deux autres pôles, finalement. Mm-hmm. D'une certaine façon. Mais je te remercie pour ton ouverture d'esprit, parce qu'en fait, tu as un alliage de différentes choses qui est je trouve ça surprenant et j'aime beaucoup. Je te remercie.
si tu veux, dans l'ouverture d'esprit dont tu fais preuve, euh, il y a quelque chose d'encourageant en fait qui montre que jeter le bébé avec l'eau du bain pour se rassurer, bah c'est jeter l'eau et le bébé en même temps pour se rassurer et puis point quoi. En fait, et qu'il y a des cons partout et des incompétents partout. Enfin, je veux dire, tout le monde a été en face de quelqu'un bardé de diplômes qui valait pas une cacahuète dans les questions qu'on lui a posées ou dans le rôle qu'on souhaitait lui faire jouer par rapport à son métier. Je pense par exemple à quelqu'un que j'ai vu il y a quelques jours. Elle est auxiliaire puéricultrice. Bon bah on a des problèmes un petit peu de sommeil en ce moment et ben elle nous a conseillé. Alors c'était un vrai conseil hein. Et puis c'était fait avec cœur et tout, il y avait pas de problème. Bon bah voilà, mettez-le dans son lit, vous éteignez le babyphone, vous allez faire un tour puis vous revenez plus tard. C'est donc un conseil d'une professionnelle. Hmm. Bah il est hors de question que je fasse ça. Bah oui, bien sûr. Je préfère je préfère de loin être dans la problématique de mon fils par rapport au sommeil et accepter d'en être partie prenante à un endroit hein, de résonance et tout. Mais je veux pas le régler comme ça le truc. Enfin bref, donc j'ai trouvé ça un peu rude et surtout comme conseil, j'ai l'impression que c'est un conseil préhistorique qui m'a été donné par quelqu'un Ouais. qui, elle est pas bardée de diplôme, mais c'est la personne qui m'a été recommandée pour me donner des conseils sur cet aspect de la vie d'un bébé quoi. Voilà. On en Et revient puis à bah à la confusion diplôme-compétence, quoi. ouais tout à fait. Cette association diplôme-compétence, c'est un repère, c'est une heuristique qui génère un sentiment de sécurité, mais c'est pas une réalité forcément toujours observable, quoi. Des fois, c'est une contre-vérité. Il y a des abuseurs chez les médecins et chez les infirmières. Il y a des pratiques pré-rationnelles et ésotériques dans tous les corps de métier. Et, euh, et avoir un bagage intellectuel ne rend pas invulnérable à des biais et à des approches totalement délirantes. Moi, par exemple, j'avais une collègue à la clinique où je travaillais qui était une ASH. Donc c'était en gros les ASH, donc c'est les dames qui font, enfin les personnes qui font le ménage dans les hôpitaux. Et en fait, cette personne, avec les personnes âgées, elle était mais infiniment plus compétente que moi pour créer une connexion, pour entrer en relation, pour aider. Parce qu'en fait, elle a, dans sa sensibilité, elle a une affinité particulière avec les personnes âgées et en fait, elle est naturellement très à l'aise. Et en fait, elle est là où moi j'arrivais à rien avec certaines personnes parce que voilà, j'étais à mes limites, je savais pas trop comment, j'avais pas d'outils, etc. Elle savait mais débloquer des trucs en 2 secondes de façon hyper efficace. Et en fait, elle a pas de diplôme cette dame, elle a jamais été à la fac. Mais par contre, elle est brillante. Elle avait tout ça à apprendre d'elle en fait. Et du coup, cette croyance qu'il faut avoir un diplôme pour pouvoir avoir des effets et être efficace, elle est totalement irrationnelle. Elle est juste là pour nous rassurer. Et je comprends qu'on ait besoin de se rassurer, d'avoir des repères pour savoir en qui faire confiance. Tu vois, c'est ce qu'on disait au début de l'interview, où on disait on a besoin de mettre les gens dans des cases pour pouvoir organiser un peu de chaos et pour pouvoir savoir qui va nous faire du bien et qui va nous faire du mal. Sauf que ce ne sont que des heuristiques. Et donc c'est utile parfois quand on a besoin de se rassurer, mais quand on cherche à imposer ces heuristiques aux autres et qu'on cherche à imposer sa vision à tout le monde, là, ça peut devenir une forme de violence institutionnalisée, et là, ça peut être problématique, quoi. Hmm. Ouais, il y a une sorte de tyrannie. Mais c'est ouais, c'est très intéressant de voir que si on se pose avec le truc, bon ben, on a tous vu quelqu'un avec beaucoup de diplômes faire preuve d'incompétence vraiment évidente et inversement, comme tu le soulignes. Et ça veut pas dire que toutes les personnes qui ont pas de diplôme sont hyper compétentes. Enfin, il faut arrêter de faire des généralités Ouais. avec tout. C'est les personnes qu'on va croiser qui vont faire aussi le moment humain qu'on va partager et on va voir ce que ça nous apporte ou non et la connexion qui est possible ou pas. Et tout n'est pas dans la connexion non plus, mais il y a beaucoup de choses qui y sont et qui sont oubliées la plupart du temps en vrai. Et qui peuvent rendre en plus les personnes parce que j'avais pas prévu d'aller là, mais en gros, il y a un truc chez moi qui est très réactif au fait de professionnaliser de l'exceptionnel. C'est-à-dire, ta profession, c'est d'être à un endroit exceptionnel. Donc, bah, je sais pas, tu bosses en maternité, t'es psy, tu bosses sur un site magnifique, les chutes du Niagara, ou j'en sais rien. T'es à l'entrée, tu fais payer le ticket, et t'es à un endroit hyper
significatif pour toutes les personnes qui vont franchir la porte. Et toi, tu vis ça toute la journée. Et t'es habitué à ça. Ce phénomène-là, il est particulièrement délétère pour la connexion, justement, au bout d'un moment. C'est de plus en plus difficile. Plus on est expérimenté, plus aussi on a ce risque d'être fade, d'être complètement blasé par l'enjeu. Et c'est difficile de garder en fait cette connexion vivante si jamais on a une expérience très 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 longue derrière soi. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça, te Ouais, concernant, ouais. de ton Ça, ça, expérience? ça, ça, ça me fait un peu sourire parce que il y a une amie il y a pas longtemps avec qui je discute régulièrement qui m'a dit que il y a des moments quand elle discute avec moi, elle a l'impression de parler avec ChatGPT. Et ça m'a fait rire parce Ah, qu'effectivement, avec le temps, avec les années, je me rends compte que mon système nerveux, il a été habitué, il a appris certaines phrases clés, certains trucs à dire qui ont des effets sur les autres. En fait, il y a des moments où je sais donner une empathie de surface à l'autre et faire semblant d'être là, mais je suis pas vraiment là. Parce qu'en fait, je sais quoi dire, je sais quoi faire, comme dans mon attitude, pour que ça ait des effets bénéfiques sur l'autre. Et en fait, ça marche pas du tout aussi bien que si je suis vraiment présent, si je suis vraiment connecté à l'autre, là aussi vivant. Parce qu'en fait, effectivement, quand je suis dans les automatismes, dans mes heuristiques, dans mes réflexes émotionnels, etc., c'est parfois mieux que rien, parce que les gens, parfois, ils ont plus de bénéfices à être écoutés et reformulés par moi que d'être tout seul avec leur souffrance sans personne à qui parler. Mais par contre, ce sera infiniment moins bénéfique que si je suis vraiment présent, singulièrement avec cette personne à ce moment-là, de façon unique, où là, il y a un truc qui se passe qui se reproduira pas, tu vois. Un peu comme quand on dit que on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Je pense que c'est pareil, c'est comme au théâtre où tu vis quelque chose de génial, de bouleversant, tu veux le refaire, ça marche plus. Parce que ça marche qu'une fois. Et tout, en fait, est un peu comme ça. C'est pareil avec un moment de connexion avec ta compagne ou un repas qui est génial ou un moment de joie avec ton enfant, tu veux revivre le même moment le lendemain, ça marche plus. Parce que l'enfant n'est plus le même, parce qu'il y a un truc nouveau qui s'est passé, etc. Et du coup, je crois que c'est important, comme tu dis, de pas chercher à protocoliser l'amour, entre guillemets, à pas protocoliser la présence et à accepter que, en fait, on contrôle pas. On ne contrôle pas si ça marche ou si ça marche pas. Ça dépend pas que de nous, en fait. Ça dépend beaucoup des circonstances, ça dépend beaucoup de plein de trucs. Et moi, par exemple, un truc que j'aime bien faire, tu vois, je fais des groupes de formation en communication non violente, et j'en ai fait plusieurs comme ça, genre tous les 6 mois en hôpital de jour. Et en fait, pour ne pas tomber dans cette routine et ces automatismes, en fait, les groupes sont différents à chaque fois. C'est-à-dire que des fois, je prends au vol un truc qu'un patient me dit, et j'en fais un exercice, tu vois, un exercice que j'avais jamais fait, qui n'était pas prévu, mais ce qui permet au groupe d'être nouveau pour moi à chaque fois, et du coup de redécouvrir et de réexplorer le truc sous un autre angle, parce que l'angle, il dépend en partie des patients qui vont être avec moi, etc. Et du coup, on va co-construire le cadre ensemble, et ça fait que moi-même, je découvre ce qu'on va faire. Un peu. Il y a quand même une trame de fond, il y a quand même une ligne directrice, tu vois. Mais globalement, je suis très très flexible et ça peut très bien arriver qu'on fasse des exos ou qu'on modifie un peu la structure parce que ce qui est vivant nous amène ailleurs en fait. Et je crois que c'est important justement de pouvoir rester à cette écoute de ce qui est vivant et de co-créer avec l'autre parce que si on n'est pas dans cette logique de co-création, on va chercher en fait à faire rentrer dans le cadre au forceps parfois certains trucs et c'est là qu'il peut y avoir de la contrainte et qu'on peut perdre la connexion quoi. Quand on cherche ouais. à mettre l'outil au-dessus de la relation. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien qui dit toute technique est un échec de l'empathie. J'aime bien cette idée Hmm. parce que ça me permet de rester présent au fait que je ne dois jamais mettre mes méthodes et mes approches et ma théorie au-dessus de la relation en fait, avec l'autre. Ouais, bah écoute, rien à ajouter à ça. Juste laisser résonner cette phrase que je trouve très, très, très précise. J'ai envie de te poser une question par rapport justement à des outils. Alors tu viens de parler de la CNV, j'imagine que c'est un des outils principaux que tu utilises, mais concrètement, avec quoi on peut rencontrer notre pathos, puisque quand il se manifeste, généralement, on peut être identifié à lui, emporté par lui. Et donc du coup, est-ce qu'il existe des outils pour le rencontrer? Bah, il y a tout un tas d'outils. En fait, j'ai souvent envie de dire que les approches thérapeutiques qui fonctionnent, en fait, elles convergent toutes vers les mêmes registres, les mêmes compétences, les mêmes pratiques, entre guillemets. C'est-à-dire que ce soit la CNV, l'IFS, l'UMDR, la pleine conscience, l'ICV ou tout ça, en fait, même la psychanalyse, quelque part, il va s'agir de développer certains processus qui vont tous avoir in fine les mêmes conséquences bénéfiques, quoi.
Et un truc de base, une première étape qu'on peut cultiver, que ce soit en thérapie cognitive ou en IFS ou autre, c'est développer ce qu'on appelle l'observateur intérieur. La capacité à découvrir que il y a deux façons, un peu comme le mode faire et le mode être dont je parlais tout à l'heure. Le mode faire, il inclut aussi la pensée. Soit je suis en train de penser, en général, quand je pense, je vais penser au passé ou je vais penser au futur. Soit je suis ici et maintenant, en train d'être présent à ce qui se passe, en train d'observer. Et l'observateur, il inclut aussi l'observation des pensées. C'est-à-dire que plutôt que de penser à des choses, je peux apprendre à m'observer en train de penser. À déjà observer, tiens, il y a des pensées en moi. Et à observer tout ce qui se passe. Ah tiens, il y a des émotions, il y a des sensations en moi, et est-ce que je peux juste être là et observer le fait qu'il y a des choses qui me traversent. Un peu comme si je regardais la télé ou que j'étais au cinéma, et qu'en fait le cinéma c'est mon activité cérébrale intérieure. Je peux observer le film dans le cinéma, en fait. Dire, ah tiens, il y a un personnage, ah, bah, y a un juge qui est en train de juger un petit enfant qui pleure, et juste observer, il y a ça qui se passe en moi. Il y a un juge intérieur qui est en train de maltraiter un enfant. Ah bah tiens, il y a un souvenir qui est en train de revenir. Ah tiens, j'ai une douleur dans le dos. Ah bah tiens. Et en fait, cet observateur, on peut le muscler par différentes pratiques. Moi, il y a une pratique que j'aime beaucoup, c'est la pratique du saut observateur en thérapie ACT. J'ai enregistré une pratique comme ça sur YouTube, où il s'agit justement d'expérimenter, d'observer ses différents rôles dans sa vie, d'observer sa respiration, d'observer ses sensations. Et déjà, si on apprend à faire ça, si on est capable de faire la différence entre les pensées et moi qui observe ces pensées, ça va permettre de créer un espace. Et avec cet espace, on peut faire beaucoup de choses derrière. Donc, par exemple, tu vois, rencontrer son pathos, ça va être la conséquence que de ça en découle directement, parce que le pathos, donc, c'est ma sensibilité qui va générer des émotions, qui va générer des affects. Les émotions, ça sert à créer du mouvement, ça sert à agir pour résoudre des problèmes, pour nourrir des besoins, etc. Et donc déjà, si je peux observer les émotions qui me traversent, je vais pouvoir me connecter aux besoins qu'il y a derrière, je vais pouvoir me connecter à cette impulsion, cette envie d'agir, mais sans me prendre pour cette envie d'agir, sans m'identifier à ce truc-là. Donc, je vais pouvoir créer un espace de mouvement intérieur, où je vais pouvoir réfléchir à, ok, là j'ai très envie d'agir, est-ce que je le fais? Et en fait, en réalité, on le fait tous naturellement, ce truc-là. Tu vois, ça nous est tous arrivé, je sais pas moi, d'être dans un conflit, que ce soit dans la rue, sur Internet ou en famille, d'avoir envie d'insulter quelqu'un, mais de pas le faire. C'est-à-dire qu'on est très bien capable d'inhiber une impulsion. On est très bien capable de dire non à quelque chose en nous qui a envie de se vivre et de s'exprimer. Parce que à ce moment-là, on se dit que c'est pas une bonne idée, que ça va être contre-productif, que ça va faire du mal, ou que ça va au contraire nous rendre trop vulnérables. Tu vois, quelqu'un qui a envie de pleurer, mais qui se retient de pleurer, il est dans une forme d'inhibition de son pathos. Et il fait ça parce qu'il se dit non, c'est pas le moment d'être vulnérable, etc. Et du coup, on peut déjà observer, tiens, il y a une partie de moi qui est triste, il y a une partie de moi qui est en train de mettre cette tristesse sous le tapis. Pourquoi je mets ça sous le tapis? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'être vulnérable? Est-ce que j'ai peur que l'autre se moque de moi? Ou au contraire, est-ce que j'ai peur que la personne, elle me donne de l'amour et que j'ai peur de l'amour, j'ai peur de ça, du coup je fuis l'acceptation, etc. Bon, il peut se passer plein de choses, mais c'est vachement intéressant d'observer. Tiens, je vois que là, je ne me sens pas libre d'être triste, je ne me sens pas libre de le montrer. Est-ce que je peux être curieux de comprendre qu'est-ce qui se passe? Plutôt que de me dire, je devrais pouvoir montrer mes émotions, je devrais pouvoir pleurer, de dire, ah, il y a quelque chose qui est pas OK avec ça. Est-ce que je peux juste me poser à 5 minutes et me relier à ce qui se passe, en fait? Être ouvert et curieux. Et ça, on peut le faire pour tout le reste, en fait. On peut le faire pour ses jugements intérieurs. Tiens, j'observe que je suis en train de me dire que je suis nul, que je suis un imposteur. Tiens, il y a une partie de moi qui pense que je suis un imposteur. Pourquoi? De quoi elle a peur? Pourquoi elle pense ça, etc. Et au fur et à mesure, on va pouvoir en fait apprendre à rencontrer ces différentes facettes. Est-ce que quand on arrive donc déjà oui merci pour ces conseils mais il y a un truc qui me vient c'est quand on fait ce travail là et que c'est un vrai chantier parce qu'il y a pas eu de conscientisation avant et qu'on arrive dans une boucherie en fait intérieure, comment on fait pour rester avec, comment on fait pour rendre ça constructif et ne pas être simplement dans un constat d'échec et de désamour de soi? Alors déjà, premièrement, je pense que ça dépend beaucoup de
du contexte dans lequel on fait ça. Euh, c'est quelque chose qui peut se faire en autonomie, qu'on peut faire tout seul. Il y a plein de gens qui font ça, qui vont chercher à rencontrer les différentes facettes d'eux-mêmes, etc., en introspection, dans des méditations. Mais effectivement, c'est pas pour rien que la plupart des gens ils s'anesthésient et qu'ils vont se distraire pour ne pas se retrouver face à leurs angoisses. C'est parce que la plupart des gens ils ont peur d'être envahis, d'être débordés parce qu'ils mettent sous le tapis et parfois ils ont raison d'avoir peur. Parce que les mécanismes de défense, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous protéger. Et effectivement, parfois, on a dans notre système nerveux des blessures et des fardeaux qu'on ne sait pas comment gérer. Et c'est pour ça qu'on est dans le déni de ces fardeaux. C'est parce que on n'a pas les moyens de faire face à ce truc-là et de l'intégrer. Et c'est dans ces cas-là que ça va être intéressant de pouvoir avoir le soutien d'autres personnes, que ce soit des proches, des thérapeutes, des soignants de toutes sortes, etc. Ça va être de bénéficier du soutien d'autres personnes pour pouvoir avoir un espace sécurisant et contenant pour faciliter l'intégration de ces choses qui sont blessées, etc. Mais en fait, de façon générale, effectivement, c'est bien, avant de vouloir, entre guillemets, ouvrir la boîte de Pandore, de, de d'abord veiller à sa sécurité, c'est-à-dire d'avoir des personnes ressources autour de soi, ou de même d'avoir des outils pour soi-même de régulation, des manières de pouvoir justement s'apaiser, d'apprendre à respirer, d'apprendre à bouger, etc. Enfin, il y a plein de façons de faire, mais effectivement, il y a des choses en nous qui nous font peur, et c'est pour ça qu'on les fuit, mais c'est aussi parce qu'on les fuit que ça génère des symptômes, que ça génère de l'épuisement, parce que, en fait, quand on cherche à contrôler son pathos, qu'on cherche à contrôler sa vulnérabilité, qu'on cherche à s'anesthésier, c'est pas gratuit, ça prend de l'énergie, ça coûte de l'énergie, et ça peut être assez épuisant parce que plus on passe de temps et d'énergie à vouloir contrôler cette sensibilité et ces blessures, bah, plus cette énergie, on pourra pas l'utiliser pour autre chose, en fait. Et il y a des personnes comme ça qui consacrent une énergie considérable au quotidien à simplement continuer à enfouir leurs blessures sous le tapis pour continuer à fonctionner tant bien que mal. Et en fait, c'est parce que ce fonctionnement-là, il est épuisant que, à un moment donné, ça s'effondre et qu'on a besoin justement de pouvoir arrêter d'être dans cette fuite en avant et de pouvoir se poser, éventuellement, entre guillemets, s'effondrer dans un cadre où on est encadré et sécurisé pour pouvoir ensuite, entre guillemets, se relever et réapprendre à fonctionner en ayant intégré ces choses qu'on fuit parfois depuis toujours, quoi. Hmm. C'est pour ça, en général, qu'on dit que c'est toujours plus facile avec le soutien d'autres personnes, que ce soit des amis ou des thérapeutes, parce que ça Ouais. permet de pas avoir tout porté tout seul, en fait. Oui, j'entends ça et dans la possibilité, tu vois, de ce que tu évoques, il y a la possibilité en fait d'enfouir son pathos et puis de le voir déborder et puis de l'enfouir et puis de le voir déborder et puis de l'enfouir parce qu'il y a des gens qui sont très forts pour l'enfouir et puis il se passe rien. Et en surface, on voit pas grand-chose et un jour ça pète. Mais il y a aussi les gens qui ont un pathos très actif et qui vont vraiment passer de euh, identifier à leur pathos, le pathos explose. Et après, pour se remettre de ça, il faut anesthésier, anesthésier, anesthésier. Et après, blam, ça ressaute. Et donc, du coup, il n'y a pas de moment pour être en méta, justement. Pour être dans la rencontre. Parce que c'est soit tu te le prends dans la gueule, soit tu l'ignores à grand renfort d'énergie. En plus, c'est vrai que ça demande de l'énergie, ça, de l'ignorer. En fait, ce que tu décris, c'est un peu ce qu'on appelle la fragmentation du psychisme, ou la dissociation, ou ce qu'on voit dans certains troubles, si on doit avoir un vocabulaire un peu de psychiatrique, mais effectivement, les personnes parfois qui portent des blessures, des fardeaux qui savent pas trop comment gérer, ils vont en fait se fragmenter en plusieurs facettes de leur personnalité, et effectivement, elles vont se succéder. Tantôt, il y a une partie qui va être calme, ouverte au dialogue, etc., qui va être présente. Et notamment, il y a entre guillemets, ce qu'on appelle le pathos, là, qui va ressurgir, c'est-à-dire un fardeau, une blessure, une part de nous traumatisée, qui va prendre toute la place, qui va être explosive, et qui va avoir des comportements à risque ou totalement violents, etc. Et effectivement, ce mécanisme-là, cette fragmentation de l'esprit, elle est liée à des traumas qui sont pas résolus en fait, à des blessures qui sont à vif et qui du coup ressurgissent régulièrement. Et c'est ce qui va générer des comportements comme la boulimie, par exemple, c'est-à-dire ou l'anorexie boulimie, c'est-à-dire des comportements où par moment je mange plus, je me restreins, je fais du sport pour avoir du poids. Et à d'autres moments, au contraire, je mange mes émotions, je me remplis, je remplis un vide parce que du coup j'ai cette détresse qui ressort, etc. Et on va alterner entre des phases où je me vide, des phases où je me remplis, etc. Et en soi, ça c'est épuisant, c'est ce yo-yo et cette alternance.
et c'est clairement, entre guillemets, le symptôme d'un ce qu'on appelle un système polarisé, c'est-à-dire dans notre esprit, il y a des parts de nous qui sont en conflit, qui se font la guerre et qui luttent pour avoir le pouvoir. Et en fait, l'enjeu justement des pratiques thérapeutiques comme l'IFS ou autres, ça va être d'apprendre à créer du dialogue intérieur, à faire coexister ces différentes facettes au même endroit, dans un même contexte, et d'apprendre en fait à créer une dynamique d'entraide et une dynamique de coopération en nous-mêmes, de sortir des conflits intérieurs et des guerres internes pour apprendre à créer une sorte d'harmonie dans notre système intérieur. Mais ça, effectivement, ça s'apprend et c'est pas forcément simple. Et donc, c'est bien de pouvoir faire ce travail avec des personnes qui ont un peu d'expérience ou un peu de pratique là-dessus pour justement nous aider à nous repérer dans cette espèce de chantier qui peut être parfois nous sembler insurmontable, quoi. Parfois, on a l'impression que c'est tellement compliqué que ça vaut même pas la peine de commencer parce qu'on s'en sortira jamais. J'ai des patients comme ça qui m'ont dit, mais en fait, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'en fait, si on va là-dedans, il y en a pour 10 ans de thérapie et du coup, ils ont l'impression que c'est trop tard, que du coup, leur cerveau, il est cassé, que du coup, ils seront jamais des personnes normales et qu'ils sont condamnés à devoir enfouir ça toute leur vie parce qu'ils n'ont pas espoir de pouvoir avoir que leur état de santé s'améliore, quoi. Mm. Et après, c'est le job des soignants de pouvoir justement montrer que qu'un chemin est possible, même si ça paraît par moments insurmontable. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'incurabilité. Il y a des gens comme ça qui ont ce sentiment qu'ils ne sont pas guérissables, qu'il n'y a rien à faire. Et ça peut générer du désespoir et ça peut générer voilà plein de trucs très compliqués. Et ça peut être vachement bénéfique justement de permettre à des gens d'expérimenter des choses qui vont leur montrer que un chemin est possible, que un mouvement est possible là où ils sont parfois paralysés depuis des années. En fait. Si j'ajoute des choses qui sont avec le vocabulaire de la myosthésie, à cet endroit-là, justement, je pense que c'est assez proche de l'IFS, que je connais pas assez pour être affirmatif à 100%, mais bon, ça a l'air d'être quand même assez voisin. Et il y a ce sous-titre de la myosthésie qui est la psychologie de la pertinence, et donc à l'endroit où on est fragmenté, en fait, il y a des pertinences différentes qui sont en combat les unes contre les autres. Et le truc va être justement d'arrêter qu'elles se montent dessus en parlant les unes par-dessus les autres pour convaincre que leur stratégie est la meilleure. Parce que bien souvent, en plus, le cœur, la motivation sous la stratégie, c'est le même but qui est visé. Donc déjà, ça peut faire tomber de la dramaturgie finalement. Ça peut faire respirer un peu de voir que ces différentes stratégies incarnées par différentes facettes de soi pour faire la même chose. Donc si le but c'est la même chose, c'est déjà un peu c'est un peu plus unitaire. Et puis on peut faire discuter ces différentes pertinences, puisque chaque système, chaque facette va avoir raison, parce que de son point de vue, elle regarde les choses comme ça, donc ça se tient, quoi. Si on laisse parler cette facette jusqu'au bout, on va comprendre pourquoi elle fait ça, et ses motivations, et son histoire, et pourquoi elle est là, et pourquoi elle a ce discours-là, etc. Si cette facette-là écoute l'autre facette développer son propos jusqu'au bout, parce que bien évidemment, c'est plus la discussion de PMU qu'il y avait jusque là pour avoir les rênes en main, en fait, en disant il y a que moi, c'est moi qui dois gérer, c'est moi qui dois gérer. Là, il y a une vraie discussion avec mais toi tu penses quoi, tu ressens quoi, etc. Donc il y a une ouverture à l'altérité en interne d'une certaine façon. Et là, il peut y avoir une pertinence qui englobe les deux pertinences qui se faisaient la guerre, qui émergent de cet échange simple, en fait, finalement. Voilà. Ouais, j'aime bien Comment cette ça idée résonne pour toi? de pertinence. Je trouve ça intéressant Mm. le concept de pertinence parce que ça sous-entend il y a quelque chose d'intéressant à découvrir en étant à l'écoute, peu importe le comportement de la partie de nous, peu importe le rôle, derrière le comportement qu'on peut juger comme étant dangereux, tragique, contre-productif, il y a une intention positive, une intention de prendre soin d'une manière ou d'une autre. Même si le Ouais. comportement est dysfonctionnel, l'intention, elle est de prendre soin. Et les parties de nous qui sont en conflit, si on peut justement mettre du dialogue et permettre à ces parties de nous conflictuelles de se connecter aux intentions les unes des autres, ça aide vraiment à dépolariser le système, ça aide vraiment à remettre de la coopération et de l'entraide. Et, euh, et c'est pas vrai que à l'intérieur de nous, c'est vrai aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que pourquoi les militants politiques sont souvent à ce point-là dans la guerre
et dans l'affrontement et dans la déshumanisation mutuelle et dans le combat de posture, c'est parce que justement, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'empathie, il y a uniquement une désignation de l'ennemi, et du coup, on va se regrouper entre personnes qui sont en sympathie les uns avec les autres pour se faire la guerre contre les gens avec qui on est en antipathie. Et ça, c'est stérile, parce que ça mène qu'à une escalade de la violence, jusqu'à la guerre, quoi. Et ce qui permet de désamorcer ça, c'est justement d'apprendre moi, il y a un truc que Carlos Tinoco disait une fois qui m'a beaucoup marqué et qui m'accompagne depuis, c'est être capable de voir la grandeur de l'autre, la grandeur du système philosophique de l'autre. C'est-à-dire les gens avec qui on n'est pas d'accord, les gens avec qu'on considère comme nos adversaires et nos ennemis, ça peut être vachement bénéfique de comprendre la logique de leur point de vue et de comprendre ce qu'il y a de noble et ce qu'il y a d'humain dans leur point de vue. Tu vois, quand on oppose la gauche et la droite, souvent, quand on adhère à l'un de ces deux groupes, on va avoir tendance à stigmatiser l'autre groupe, à croire que nous, on est le camp du bien, etc. Mais ce qui peut être vachement intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, tout le monde dans la société essaye de faire ce qu'il considère être bien, sauf qu'on n'a pas la même vision de ce que c'est que le bien. Mais quand on comprend qu'on essaye tous de faire le bien, ça aide à mieux comprendre comment est-ce que les gens essaient de faire le bien et où est-ce qu'on se comprend pas, de comprendre où est le nœud qui fait qu'on n'arrive pas à se rejoindre, alors que pourtant on est tous parfois bien intentionnés et désireux de faire ce qu'on estime être juste, en fait. Et c'est pareil en soi, c'est-à-dire que quand on a des conflits internes, souvent les parts vont se juger. Une personne qui est anorexique boulimique, c'est parti pour être en conflit. La partie anorexique va considérer que la boulimique a fait n'importe quoi, qu'elle a un contrôle, que c'est ridicule, et la partie qui est boulimique va considérer que l'autre, l'anorexique, elle est trop rigide, trop castratrice, etc., qu'elle n'est pas assez souple, et en fait elles vont se faire la guerre. Et c'est parce qu'elles se font la guerre que les comportements peuvent être extrêmes. Mais à partir du moment où on apprend à ces parties-là à dialoguer et à échanger des informations qui vont les permettre de mieux se comprendre, en fait, on va pouvoir créer une désescalade et progressivement, en fait, les parties vont pouvoir se rejoindre et trouver les stratégies communes pour prendre soin du système ensemble. Hmm. Oui, parce que c'est là où l'objectif est le même, c'est de prendre soin. C'est-à-dire que, évidemment, chaque situation étant unique, je fais juste des généralités, mais en gros, la partie anorexique, elle veut de la rigueur pour que le corps soit justement corresponde au canon de beauté et donc être apprécié ou du moins pas stigmatisé par son physique en gérant ça avec euh, presque une dictature. Et puis de l'autre côté, il y a le besoin de se faire plaisir, de se lâcher, de pas tout calculer, de pas et puis je sais pas comment dire, mais de se réconforter, de temps de rigueur justement. Et donc ça crée un mouvement de balancier entre l'excès de rigueur et l'absence totale de rigueur, d'une certaine façon. Et puis la personne, bah, elle est entre les deux et elle est en train de faire comme ça. Et donc du coup, l'être de la personne, il a le tournis en fait entre ces deux polarités très extrêmes. Mais c'est vrai que le parallèle avec le militantisme politique et dans le manque d'écoute de gens qui sont sincères, hein, quand ils s'expriment, ils sont sincèrement, en tout cas, ils sont sincèrement acquis à la cause qu'ils défendent. Même ils y sont identifiés, c'est-à-dire que si jamais on critique cette façon de penser ou leur idéologie, bon, ils vont avoir l'impression qu'on leur coupe un bras, donc ils sont vraiment très 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 investis, voire trop, peut-être d'une certaine façon. Et justement, il n'y a pas la place pour écouter l'autre parce que toute la vision du monde s'écroule si jamais on écoute l'autre dans le fait que lui aussi il veut faire le bien, par exemple, quand on est de droite ou de gauche. Si on regarde le camp d'en face et qu'on prend conscience que l'autre il veut faire la même chose que nous avec une stratégie différente, bah qu'est-ce qu'on fait de son militantisme, qu'est-ce qu'on fait de l'énergie qu'on y met, qu'est-ce qu'on fait de la conviction, qu'est-ce qu'on fait du sens que ça nous donne. Il y a tout un pan de notre vie qui est déserté au niveau de l'intensité et de je sais pourquoi je me lève, quoi. Mmh. Oui, oui, en fait, plus on est identifié à quelque chose, plus on va avoir tendance à rejeter le contraire de cette chose. Plus on est, par exemple, je sais pas moi, militant écologiste, plus on va rejeter les personnes qui sont anti-écologistes, et en fait, plus on va considérer que ces gens sont différents de nous, et on va progressivement créer un mur où on va considérer que nous, on est dans le camp du bien et que l'autre, c'est le camp du mal. Et cette polarisation-là, en fait, elle va générer une escalade où le camp d'en face va sûrement faire la même chose, et ça va générer à la fin une propagande de guerre où moi, j'ai le droit d'être violent parce que ma violence est légitime, l'autre en face, il est injuste, il est cruel, il est méchant, et du coup, je ne fais que me défendre, je suis légitime à me défendre, je ne fais que réagir à la violence de l'autre.
Et en fait, ça génère une incapacité à se comprendre et à identifier au-delà des différences qu'est-ce qu'on a en commun et qu'est-ce qui nous rassemble aussi en fait. Et, euh, et effectivement, moi, je m'intéresse beaucoup à la politique en ce moment, etc., parce qu'il y a les élections en 2027 et tout, et je vois bien à quel point l'écoute n'est pas du tout. Alors, c'est possible, il y a des personnes avec qui c'est possible, mais c'est vraiment pas le premier réflexe que d'être à l'écoute et d'être dans ce qu'on appelle la charité épistémique ou l'homme de fer. Tu vois, l'homme de paille, c'est quand tu caricatures le propos de l'autre et que tu attaques le propos caricaturé plutôt que le vrai propos dans sa complexité et sa nuance. Bah, l'homme de fer, c'est l'inverse. C'est que tu vas chercher à comprendre le point de vue de l'autre dans toute sa complexité pour essayer ensuite de déconstruire ce propos complexe dans toute sa nuance. Et du coup, quelque part, un logos sain, un logos qui fonctionne bien, ça va permettre ça, de faire non pas un homme de paille, mais de s'intéresser au nœud des arguments pour les déconstruire, mais de façon bienveillante, de façon pédagogique. Pas juste pour attaquer l'autre comme un ennemi, en fait. Et il y a un concept que j'aime beaucoup, ça s'appelle le test de Turing idéologique. Le test de Turing idéologique, c'est la capacité qu'on a à pouvoir parler d'une idéologie ou d'un point de vue comme si c'était le nôtre, sans que les autres se rendent compte que c'est pas le nôtre. Tu vois, imaginons que je sois un communiste et que je veuille critiquer le capitalisme, par exemple. Et ben, avant d'avoir une critique, ça va être intéressant que je puisse communiquer et défendre le capitalisme comme si j'étais moi-même capitaliste, ce qui montre que je suis capable de comprendre la logique en profondeur de façon bienveillante, d'expliquer la logique, et c'est parce que je l'ai compris que je peux la critiquer. Mais si je ne suis même pas capable d'expliquer en quoi ça peut être logique d'être capitaliste, en quoi c'est pertinent, en fait, je ne suis pas capable de le critiquer parce que je l'ai même pas compris, en fait. Tu vois, à la fac, j'étais un peu anti-psychanalyste primaire. J'étais un peu en mode, voilà, Freud, il a juste projeté ses névroses sur le monde, c'est juste, il avait juste un père pédocriminel et du coup, il croit que tout le monde veut se taper sa mère et tuer son père, tu vois. De cette logique un peu simpliste. Et, euh, et en fait, j'ai compris que des années après, à quel point mon point de vue était uniquement basé sur mon ignorance et mon incompétence sur le sujet, en fait. Et j'ai compris que avant de pouvoir critiquer de façon complexe et fine la psychanalyse, il fallait d'abord que je comprenne la logique des auteurs qui ont écrit sur le sujet et que je m'intéresse de façon ouverte et charitable plutôt que de m'y intéresser juste pour la débunker, en fait. Que c'était intéressant d'essayer de comprendre en quoi c'était utile, en quoi c'était pertinent aussi. Et c'est ça qui fait que je comprends vraiment le système. De façon générale, je considère qu'on ne maîtrise un système de pensée que quand on en comprend les limites, que quand on en a fait un peu le tour. Parce que sinon, en fait, on a juste des a priori, des heuristiques, mais c'est une vision très simpliste, en fait. Et en politique, si les personnes étaient capables de reformuler le point de vue de l'autre d'une façon que l'autre valide, ça changerait tout. Mais ça n'arrive jamais. Jamais sur un plateau télé, on va voir un militant de gauche reformuler le propos d'une personne de droite et où la personne de droite va dire ah oui effectivement c'est ça que je voulais dire, merci d'avoir reformulé. Ça n'arrive jamais. Chacun va juste arriver avec son point de vue, ses arguments, son pathos, etc. et va chercher à convaincre l'autre ou à écraser et dominer l'autre depuis une posture un peu d'éthos, etc. Et en fait au final ça fait un dialogue de sourds où chacun repart à la fin avec le même point de vue qu'il avait en arrivant, et il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de connexion, il y a juste eu deux dialogues de sourds, quoi. Deux monologues. Il y a une sorte de fatigue à cet endroit-là où justement la discussion est aussi fermée, pauvre, idéologique pure et sans connaissance de la subtilité de la position d'en face. Et en fait, même j'ai l'impression qu'il y a un étage de plus qui s'est rajouté. Alors, je sais pas, c'est moi qui vieillis, ça se trouve. Tout simplement, mais le fait que j'ai l'impression que ils arrivent plus d'un côté comme de l'autre à défendre leurs propres idées. J'ai l'impression que ça manque en fait finalement ça manque d'envergure, ça manque de profondeur, ça manque de culture, ça manque d'historicité, ça manque de référence, ça manque de projection, ça manque de vision, ça manque d'énormément de choses et donc du coup ça devient un théâtre de marionnettes où il y en a qui se mettent à gueuler les uns sur les autres et puis c'est finalement ça le spectacle maintenant. C'est comment ils vont se gueuler dessus, donc c'est ça qui fait les polémiques, c'est quand machin il traite machin de truc, alors on va avoir bidule et truc muche pour savoir ce qu'il en pense. Mais il y a plus de fond
Euh, en tout cas, dans ce qui est montré, ce qui génère justement dans cette société du clic le plus de clics, c'est absolument pas le fond des propos qui sont développés, ni la façon dont ils vont pouvoir être empathiques les uns avec les autres. C'est à quel point il va y avoir du sang, quoi. À quel point ça va être outrancier. Il va y avoir de la surenchère où on va être plus choqué que la dernière fois. À quel point ils sont nuls, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est en train de tomber, quoi, d'une certaine façon, de s'écrouler. Mais c'est ma perception et je pense qu'elle dit plus de choses sur moi que sur les gens en question. Mais bon, quand même. En fait, je me demande si ça a vraiment été différent par le passé. Je sais pas. Hein. Ouais, mais moi je La me pose la culture question historique, elle est. également. Parce que je sais que, par exemple, les élections présidentielles, je pense que la plupart des gens votent sans forcément avoir lu les programmes, à partir de la tronche qu'ont les politiciens. Macron a été élu en partie parce qu'il est beau, en tout cas du point de vue des standards dominants actuellement. Et c'est la raison pour laquelle il a été élu, je pense, en grande partie. Et je pense que beaucoup de gens ne votent pas pour Mélenchon parce que les gens le voient comme un chien gueulard, en fait. Et pas comme un mec, justement, qui a une licence de philo et qui a du bagage, etc. Et, euh, et effectivement, quand tu dis les gens s'affrontent dans le débat télévisé, effectivement, il y a cette logique de chaque groupe, chaque camp a son champion et envoie son champion au combat. Et en fait, c'est celui qui gagne le combat qui, du coup, gagne un peu l'estime de la population, etc. Et effectivement, là-dedans, ce qui a le plus d'impact, c'est pas le logos, c'est pas la logique. Et peut-être, je crois que c'est ce qu'on appelle le populisme, c'est cette manière de considérer un peu la population comme des enfants dont il faudrait s'occuper, un peu débiles, et du coup, il faut leur expliquer les choses simplement, sinon ils comprennent pas, et du coup, ils changent de chaîne, tu vois. Euh, et peut-être qu'effectivement, il y a une sorte de peur de, de vouloir parier sur l'intelligence des gens et une volonté de rendre le propos le plus accessible possible pour que n'importe qui, même en étant débile, puisse plus ou moins accéder à une forme de compréhension et se sentir voilà. Bah, je suis du coup, je suis aussi intéressé par la politique. Plutôt, j'essaie d'aller vers le sens noble du terme et donc du coup m'intéresser moins aux polémiques, mais elles sont tellement, elles gueulent tellement fort que du coup elles me parviennent malgré tout. Euh, si tu veux, il y a quand même. Moi je me dis, est-ce que je vieillis? Mais quand même, il y a des preuves matérielles de ce que j'avance. C'est surtout quand est-ce qu'ils sortent leur programme maintenant. C'est la veille de l'élection, donc on s'en fout en vrai. Y a vraiment ce truc-là. Ouais, je grossis le trait évidemment, mais c'est tellement peu important que maintenant ils le font un mois avant quoi. Et même ils sont emmerdés de devoir en produire un, j'ai l'impression, parce que finalement ils savent que on sait que c'est de la merde, ils savent que c'est de la merde, que c'est des promesses en l'air, et donc du coup, bon, le jeu s'est déplacé, le curseur, l'endroit où ça joue, s'est déplacé. Bon, mais j'ai pas envie de trop tergiverser là-dessus parce que c'est pas notre sujet principal. Mais on en discutera peut-être en privé si jamais tu veux, parce que je sais que ça m'intéresse beaucoup. Là, on s'éloigne du sujet, du coup, je me permets de recentrer avec une question que j'ai envie de te poser pratiquement depuis le début. Euh, Est-ce que le burn-out résulte forcément d'une intériorisation du pathos trop longue et trop hermétique? D'une intériorisation du pathos trop longue et trop hermétique. Euh, je pense que ça dépend un peu du contexte dans lequel on parle de burn-out. Est-ce qu'on parle d'un burn-out professionnel de la part d'un salarié ou de la part de quelqu'un voilà, qui travaille et qui du coup n'écoute pas suffisamment ses limites et qui du coup se retrouve épuisé parce qu'il a trop tiré sur la corde, il a vidé ses réserves et du coup il se retrouve à s'effondrer par manque de ressources. Ou est-ce qu'on parle d'un burn-out dans un autre contexte, voilà, que ce soit à l'école ou des choses comme ça. Mais bon, de façon générale, je pense que un burn-out, c'est quelque chose qui arrive quand, pendant trop longtemps, il y a des signaux de détresse qui se sont manifestés et qu'on a choisi de ne pas écouter et d'anesthésier. Euh, un burn-out, c'est la conséquence d'un stress. Tu vois, il y a cette. C'est un peu un jeu de mots, un peu langue des oiseaux, mais je trouve que ça a du sens quand même. C'est que la dépression est quelque chose qui arrive consécutivement à un excès de pression.
Et effectivement, dans le cas du burn-out, souvent, c'est que on subit un stress chronique sur le long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. En fait, le stress, c'est pas uniquement une expérience émotionnelle. Le stress, c'est un mécanisme biologique qui a pour fonction de nous préparer à affronter un danger. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? On a des globules blancs qui vont migrer vers la périphérie du corps, au niveau de la peau, pour pouvoir se préparer à gérer une infection et à pouvoir cicatriser et tuer les pathogènes plus vite. Euh, Ce qui est fonctionnel dans un contexte où on peut se faire attaquer par un prédateur avec des griffes et qui va nous ouvrir le ventre. Pouvoir cicatriser et tuer les microbes avant de mourir, c'est fonctionnel, c'est sélectionné par l'évolution, quoi. Le problème, c'est que dans un contexte moderne, ce qui va nous stresser, c'est pas des prédateurs avec un danger imminent, ça va être un petit patron qui nous emmerde tous les jours à nous dévaloriser et à nous fliquer, en fait. Ça va avoir les mêmes effets physiologiques, ça va générer du stress, ça va modifier le fonctionnement de notre corps, la répartition des ressources, des sucres, etc. Ça va générer des changements de taux d'hormones, etc. Sauf que du coup, le stress, c'est censé être un phénomène à court terme qui nous prépare à un danger imminent. Quand on est face à un stress chronique, à ce sentiment de danger permanent, ça veut dire que du coup, on déploie énormément d'énergie, des décharges d'adrénaline, etc. Sauf que ça sert à rien, parce qu'il n'y a pas de danger réel, c'est un danger symbolique, un danger imaginaire. Sauf que du coup, cette tendance permanente à mobiliser l'énergie de notre corps, nos ressources, etc., va générer un épuisement de ces ressources, et du coup un effondrement, parce que, en fait, le système nerveux n'est pas fait pour ça, n'est pas fait pour être dans un stress chronique. Et du coup, le fait d'avoir des globules blancs qui fonctionnent différemment, qui se répartissent ailleurs dans le corps, ça nous rend aussi beaucoup plus vulnérables au fait de tomber malade, au fait de choper des pathogènes à l'intérieur au niveau des organes, etc. Et ça, c'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, hein. Mais de façon générale, le stress nous rend beaucoup plus vulnérables au fait de tomber malade. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme ça qui sont enrhumés toute l'année, ou qui ont des problèmes de santé, ou du psoriasis, des maladies somatiques, physiques, de peau, etc. Parce que c'est des conséquences de la chimie du stress, en fait, entre guillemets. Ça paraît un peu simpliste dit comme ça, hein. J'ai bien conscience que je fais des gros raccourcis, mais ça peut générer des problèmes de digestion, des problèmes musculaires, des contractions qui vont générer des courbatures, qui vont générer des douleurs chroniques, qui vont générer des problèmes au niveau des articulations, etc. Parce que finalement, quand je stresse, je me prépare au danger, donc je me contracte, mes muscles vont fonctionner différemment, et si je suis tout le temps comme ça, bah, je vais être tout le temps tendu, et ça va générer des problèmes de sommeil, etc. Et c'est cercle vicieux, quoi. Et effectivement, le point de départ de ces cercles vicieux, c'est qu'il y a des signaux d'alarme que je n'écoute pas parce que je suis dans un contexte où peut-être j'ai pas les moyens ou pas envie de les écouter. Si par exemple, mon patron me harcèle, mais qu'il faut bien que je gagne ma vie pour pouvoir payer mon loyer, la bouffe et payer la nourriture de mon gosse, et ben, du coup, je vais continuer à travailler à cet endroit avec ce harceleur de patron qui m'emmerde, enfin, qui m'embête, pardon. Et du Moi, je coup, t'en prie. je vais choisir de continuer à faire ce travail aliénant et stressant parce que j'ai le sentiment que je n'ai pas le choix, qu'il faut que j'accepte ce stress pour pouvoir gagner de l'argent et acheter à manger et payer mon loyer. Et du coup, ça, c'est pas ça, en fait. On n'est pas censé faire ça. Le système nerveux n'est pas fait pour ça. Et du coup, je vais éteindre mes réponses de détresse émotionnelle, mes signaux d'alarme. Je vais faire comme s'ils n'existaient pas, parce que de toute façon, j'ai le sentiment que je ne peux pas les écouter, que je ne peux pas quitter mon travail, etc. Et donc, je vais sacrifier ma santé, littéralement, parce que j'ai l'impression que j'ai pas le choix, qu'il faut que je le fasse. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle, enfin, non, c'est ce qu'on appelle l'aliénation au travail, quoi. C'est qu'on va avoir une activité qui n'est pas saine pour nous, mais on a le sentiment qu'on n'a pas le choix parce que c'est ça ou mourir, quoi. C'est ça ou être à la rue. Et donc on choisit de se sacrifier pour une entreprise. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de gens, moi j'en ai accompagné plein, hein, des patients qui étaient en arrêt maladie depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que ils ont très mal vécu leur travail, mais ils peuvent pas y retourner parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils pourront pas gérer, en fait, que ça va juste les réactiver dans un truc qui les a traumatisés, et du coup, bah, ils sont en arrêt maladie, ils restent chez eux, ils osent pas sortir parce qu'ils ont peur qu'on les voit ne pas travailler, ils ont honte, ils ont l'impression d'être un poids pour la société mal, et du coup, bah, ils dépriment et ils ont des troubles anxieux, après ils développent des phobies, parce que justement, non seulement le travail où ils étaient les a aliénés, mais en plus, la façon dont ils sont pris en charge, ne correspond pas forcément à leurs besoins, ne leur permet pas forcément de retrouver un sentiment de confiance, un sentiment de légitimité à avoir des signaux de détresse et à être en souffrance, et que c'est normal au vu du contexte dans lequel ils sont, quoi. Donc le problème, c'est que la société dans laquelle on est ne nous incite pas forcément à être à l'écoute
de ces signaux de stress et de détresse. Parce que la société dans laquelle on est nous incite plutôt à travailler 40 ans de notre vie avant d'être à la retraite. Et du coup, c'est mal vu de ne pas apporter de la valeur à la société. Et donc, si on est marginal, qu'on n'a pas un travail conventionnel, etc., souvent, la société, inconsciemment, les gens vont nous inciter à se conformer à cette norme. Et si on ne le fait pas, bah, on va être étiqueté d'une pathologie. On va dire, bah, toi, tu as un problème, toi, tu fonctionnes pas bien, toi, t'es pas normal, en fait, et c'est de ta faute, t'avais qu'à pas stresser, quoi. On va individualiser le problème plutôt que d'avoir une vision un peu plus globale et politique, on va dire. J'ajouterais d'ailleurs que justement au niveau global et politique, euh, il y a cette difficulté de se dresser dans sa verticalité euh, sans attendre la survie, la nécessité vitale. Donc il y a une difficulté à se déclarer en dehors d'une nécessité impérieuse dans quelque chose qui dissonne par rapport à la continuité. Casser la continuité, c'est un truc hyper compliqué, et quand on le fait avec verticalité avant qu'il soit trop tard, c'est encore pire, c'est-à-dire, enfin, symboliquement en tout cas, ça crée un bug, parce que on dit pas je peux pas venir parce que je suis au fond du seau, je suis en train de vomir, c'est bah je peux pas venir parce que là franchement j'ai pas très envie. J'arrête de travailler parce que je sens que si je continue, je vais me flinguer. Je le sens déjà. Et donc on n'a pas le droit d'être en fait dans la prévention. On est forcément dans quelque chose de curatif quand c'est déjà trop tard. Et même j'irais même jusqu'à dire que la façon dont on est accompagné au niveau administratif, au niveau institutionnel par rapport à ces genres de problèmes que sont le burn-out, etc. Ce genre de cas de figure, en fait, on va nous demander si c'est trop tard, ou les aides financières aussi pour les déclencher. Si t'es en anticipation du fait que, attends, si tu me files un coup de main maintenant, je vais pouvoir juste mettre le tour de roue dont j'ai besoin pour repartir. C'est pas un discours entendable. On va te dire, attends, mais t'as pas, tu sais, t'as pas fait d'accident en fait. T'es pas hors de la route avec une jambe cassée. Du coup, c'est un discours qui est pas recevable institutionnellement parlant, de prendre soin de soi par anticipation et de prévenir plutôt que de guérir. Ça résonne pour toi, ça? Ça résonne à plusieurs niveaux et ça me fait penser au cas des violences conjugales notamment. Le fait que, effectivement, souvent, les personnes qui subissent des violences ou qui souffrent dans leur couple, parfois vont ne pas s'autoriser à partir ou être incitées à rester en mode oh, c'est bon, on fait des efforts, tu peux le comprendre quand même, etc. Et en fait, les personnes ne partiront que quand elles auront plus le choix, quand ce sera ça ou mourir. Ou parfois même, littéralement, des personnes se sacrifieront et en fait ne seront libérées que si le conjoint meurt d'une maladie ou de vieillesse, en fait, mais elles resteront toute leur vie avec cette personne. Et j'ai des personnes comme ça qui ont subi des violences et qui ont appelé la police, parfois, par exemple, en mode voilà, là j'ai peur j'ai peur qu'il se passe un truc, etc. Et en fait, les flics leur disaient, ben, en fait, s'il n'y a pas un passage à l'acte en cours, on peut rien faire. On ne peut pas intervenir s'il n'y a pas un danger imminent, etc. Et du coup, bah, ça fait qu'effectivement, on ne fait pas de prévention, on laisse des personnes dans des situations dysfonctionnelles et violentes, parce que cette violence, elle est légale, parce qu'elle est invisible, parce qu'elle n'est pas démontrable, et où du coup, ça fait que les solutions officielles proposées, l'intervention des forces de l'ordre, de la justice, en fait, elles ne sont pas opérationnelles, elles ne fonctionnent pas dans ces contextes-là. Et, euh, et au travail, c'est pareil. Finalement, souvent, quand quelqu'un a fait un burn-out, on le voit longtemps à l'avance. On voit bien les signes, on voit bien le surmenage, on voit bien que la personne, elle se surinvestit, etc. Et en même temps, effectivement, ça va être compliqué souvent aux personnes de dire stop, parce qu'effectivement, souvent, les gens qui font des burn-out, c'est pas des branleurs qui foutent rien. C'est pas ceux qui viennent et qui repartent juste pour avoir un salaire. C'est des gens qui sont souvent très investis, surinvestis dans leur travail, et qui, justement, parfois compensent un peu l'incompétence ou le manque de personnel autour d'eux, et qui, du coup, vont trop tirer sur la corde et ne pas s'autoriser à être à l'écoute de leurs limites, voire même, s'ils essayent d'être à l'écoute de leurs limites, peut-être que les autres vont dire, mais comment oses-tu être à l'écoute de tes limites alors que moi je me sacrifie pour mon travail? Comment oses-tu refuser de venir faire un remplacement alors que moi j'ai pas été voir mon fils ce week-end parce que j'ai fait un remplacement parce qu'on m'a appelé? Comment oses-tu être respectueux de tes propres limites alors que moi je me sacrifie? Et effectivement, souvent on ne tolère pas que les autres s'autorisent des choses que nous on s'interdit.
Et souvent, on va les culpabiliser, en fait. On va dire qu'ils sont égoïstes, qu'ils pensent qu'à eux, qu'ils sont pas solidaires, etc. Alors que tout ce qu'ils veulent, c'est simplement être à l'écoute d'eux-mêmes. Hmm. Ouais, il y a comme une valorisation du sacrifice, je suis d'accord aussi. Au niveau collectif, il y a quelque chose de cet ordre-là. Se sacrifier, c'est bien. Bah, c'est très chrétien, ouais. Ouais. Après, c'est une lecture du sacrifice, justement, dans ce qui dans la façon dont c'est transporté, c'est-à-dire que le sacrifice chrétien, on peut le regarder de différents angles. On n'est pas obligé Bien sûr. de valoriser le sacrifice comme étant quelque chose à produire pour être valable, quoi. Ouais, enfin, en fait, c'est ce que Nietzsche appelle l'idéal ascétique, c'est-à-dire de faire de l'ascèse Mm. une sorte de gloire, de valoriser le sacrifice de soi, le fait de se serrer la ceinture. C'est un truc qu'on peut retrouver aussi dans certaines formes malsaines de socialisme. C'est cette idée de je dois me sacrifier pour le bénéfice du collectif. Je dois, moi, me priver pour que d'autres puissent profiter. Et ça a quelque chose de beau et de noble, ça a quelque chose de légitime. C'est ce que font les parents. Un parent qui accepte de sacrifier son sommeil pour répondre aux besoins de son enfant qui pleure et qui a faim, ça a quelque chose, ça a du sens, ça va dans le sens de la vie en fait. C'est pas du tout mortifère puisque ça permet de bénéficier et in fine on se dit que ça valait la peine après coup. Mais par contre, se sacrifier pour, par exemple, espérer avoir une augmentation de 20 euros de plus par mois au bout de 2 ans parce que du coup on a fait 2 heures supplémentaires par semaine, etc. Je suis pas forcément certain qu'après coup on se dit que ça valait le coup. Et c'est là aussi où ça peut générer un effondrement dépressif. C'est quand on s'est beaucoup sacrifié, on a beaucoup cru à quelque chose, et au final on se rend compte après coup que ce en quoi on a cru était une illusion depuis le début. Le truc étant, si tu veux, c'est que j'ai l'impression que justement, au niveau collectif, on a, bah, de toute façon, voilà, ça va résonner avec la spirale dynamique, hein. Mais on a à la fois un niveau collectif où le sacrifice de soi au service du collectif justement est important et valorisé, et on a une classe au-dessus qui privilégient leurs besoins individuels sur ceux des autres. On dit qu'on vit dans une société individualiste. Je trouve que c'est vrai au niveau justement de la vie intérieure, du soin apporté à la vie intérieure. Mais le sacrifice de soi au service du collectif, il se porte bien, moi j'ai l'impression. C'est sûr. Ça, je suis pas sûr que ça rentre dans le cadre de cet échange, mais si tu veux, on peut en parler. C'est comment fonctionne un État. Qu'est-ce que c'est qu'un État fondamentalement? Et moi, je suis pas loin de considérer en ce moment que souvent les États, un État capitaliste néolibéral, c'est en fait un vaste système d'exploitation où effectivement des entrepreneurs de grandes entreprises vont en fait directement ou indirectement contribuer à saigner la classe moyenne, exploiter la classe moyenne par l'imposition. Et tu vois, les structures de la santé mentale, comme les cliniques privées, les choses comme ça, ou même la médecine générale, la sécu, etc., au final, euh, quand tu vas te faire hospitaliser en psychiatrie, c'est pris en charge par la sécu et par la mutuelle. Techniquement, on peut dire que tu ne payes pas les soins dont tu bénéficies puisque c'est la société, c'est l'État qui paye. Sauf que, enfin, c'est vrai, hein, techniquement, voilà, il y a des gens qui viennent, etc. Euh, donc c'est l'argent des impôts prélevés par l'État qui finance ces hospitalisations. Le truc, c'est que c'est pas pour rien qu'il y a des grands groupes privés comme Corian, Orpea, Emeis, etc., qui achètent des cliniques, des EHPAD, des SSR, des structures de soins. C'est parce que ces structures de soins sont rentables économiquement. Et pourquoi elles sont rentables? Parce que du coup, accueillir des patients, c'est recevoir de l'argent de l'État et des mutuelles. Et donc, en fait, techniquement, un actionnaire qui investit dans une entreprise de santé mentale, par exemple, c'est quelqu'un qui va miser sur la souffrance de la société et qui va, à travers la prise en charge de cette souffrance, s'enrichir. Et donc, c'est quelqu'un qui a tout intérêt à ce que les gens aillent mal et qui va justement, parce que les gens vont mal, s'enrichir grâce à l'argent qui, à la base, vient des impôts. Je ne sais pas si tu suis mon raisonnement. Mais en fait, une Si, structure de carrément. la santé mentale privée, sa raison d'être, son fonctionnement, c'est prélever autant d'argent que possible à l'État, donc autant d'argent issu des impôts que possible, pour s'enrichir. Et c'est ce que fait un actionnaire d'une entreprise privée comme ça. Et Mhm. donc, techniquement, finalement,
l'État, parce qu'il prélève l'impôt de façon obligatoire, prend l'argent de la classe moyenne et les actionnaires des entreprises bénéficient de cet argent. Et tu vois, quand il y a une crise économique, un phénomène qui se passe pour résoudre une crise économique et pour protéger les entreprises, c'est qu'on va privatiser les pertes liées à la crise économique et on va privatiser les bénéfices et socialiser les pertes. Ça veut dire que, en gros, quand une entreprise perd de l'argent et que ça crée des problèmes graves, etc., et ben en fait, c'est l'État qui va payer et l'entrepreneur, lui, retire les bénéfices sans forcément avoir à payer les conséquences de ses actes. Les conséquences de ces actes, c'est l'État qui va les payer. Donc, c'est les travailleurs. Donc, c'est la classe moyenne, en fait, qui travaille, qui est productive, etc. Et donc, d'un certain point de vue, ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est comment les entrepreneurs vont, d'une manière ou d'une autre, utiliser l'argent issu de l'impôt pour s'enrichir. Comment les entrepreneurs vont collaborer avec l'État pour gagner de l'argent et capitaliser en exploitant en fait l'argent qui a été donné par les classes moyennes, les travailleurs, ceux qui ont été imposés en fait. Et on peut voir l'État comme l'État néolibéral comme un système d'exploitation des travailleurs au bénéfice justement de cette classe oligarque d'actionnaires, etc., qui en fait eux sont les bénéficiaires de ça et qui payent en plus beaucoup moins d'impôts que les classes moyennes. Parce que dans ces strates-là, le rapport à l'argent n'est pas le même. Il y a tellement de bénéfices et de chiffres d'affaires qu'en fait, on ne peut même plus dépenser sa fortune. En fait, tellement on gagne d'argent. Ça sort un peu du cadre, mais effectivement, tout le problème qui se pose là-dedans, c'est à quel point une partie de la population est exploitée par une autre, et à quel point, en fait, ce mécanisme-là n'est possible que parce que les dirigeants et les directeurs de haute sphère de ces entreprises sont radicalement déconnectés de l'humanité et de la vulnérabilité des personnes en bas de l'échelle. Parce que si ces dirigeants et ces statisticiens avec leur tableur Excel étaient profondément connectés aux conditions de travail et aux conditions de vie des travailleurs en bas de l'échelle, ils ne pourraient pas prendre les décisions qu'ils prennent. Ils ne peuvent prendre ces décisions qui optimisent l'exploitation des salariés jusqu'à leur faire faire des burn-out. Ils prennent ces décisions-là parce que justement, ils sont coupés de la sensibilité des personnes à qui ils vont donner des ordres, qui vont subir les conséquences de leurs décisions, en fait. Et plus il y a d'écart dans les strates de hiérarchie dans ces entreprises et dans ces administrations, plus il va y avoir indirectement de la violence qui s'applique et des contraintes et du stress, et plus ça va générer des dysfonctionnements. Et donc, quelque part, le problème de fond qu'on a dans notre société moderne, hyper complexe, c'est que on n'est plus connecté à la vulnérabilité et au pathos des uns des autres, parce qu'on a cette vision individualiste, et du coup, on va prendre des décisions violentes qui s'appliqueront sur les autres, qui vont subir cette violence, mais on n'est même pas exposé aux conséquences de cette violence, on la voit même pas sous nos yeux. C'est un peu comme un pilote de drone qui aurait un casque de drone aux États-Unis et qui pilote un drone en Afghanistan et il va tirer des missiles qui vont tuer des civils. Mais pour lui, c'est comme jouer à un jeu vidéo en fait. C'est pas la réalité, c'est uniquement appuyer sur des boutons avec son casque de réalité virtuelle. Et du coup, il y a une déconnexion entre le geste violent et ses conséquences, ce qui fait que du coup, les gens ils se rendent pas forcément compte émotionnellement des conséquences de leurs actes. Et du coup, ils peuvent aller beaucoup plus loin dans leurs actes, ils peuvent faire des choses beaucoup plus graves parce qu'ils sont totalement coupés émotionnellement de ce que ça va générer comme effet, quoi. Et c'est pour ça que sur mon podcast, j'ai justement expliqué à quel point la stigmatisation du pathos posait problème. Cette tendance qu'on a tous à considérer que le pathos c'est sale, que c'est pas bienvenu, c'est justement ce qui va générer de la violence collective parce que on va exercer sur des gens une violence sans prendre conscience des conséquences que ça a, des répercussions. Et du coup, bah, on va sacrifier des vies, littéralement, in fine, simplement parce qu'on est coupé de sa sensibilité, en fait. Hmm. Eh ben écoute, pour quelque chose de hors cadre dans l'introduction, je trouve que c'est en plein milieu, moi. Euh, je trouve que c'est en plein milieu de notre sujet, en vrai, puisque il y a, c'est très clair, hein, ce que tu viens d'exposer. C'est le logos qui, se déconnectant du pathos, crée une sorte de machine à broyer du pathos sans le savoir, même presque de façon parfois un peu cynique, en s'éloignant suffisamment pour pas le voir. Et donc ça fait qu'après on est nous dans des existences parce que on n'est pas à l'endroit où ça se pilote tout ça.
on est dans des existences, si on n'y prend pas garde, en tout cas, où il est prévu que notre pathos soit sacrifié au nom de la marche collective de gestion des énergies, des flux, etc., et des richesses et des valeurs, etc. Donc du coup, on va se retrouver dans une machine à broyer du pathos. Autant être conscient du sien et être connecté au sien pour essayer de prendre soin de soi, non pas dans une démarche individualiste, mais dans un désir de reconnexion à l'humanité, puisque c'est ça qui manque à l'échelon collectif. C'est la connexion avec l'humanité qui nous constitue à l'endroit de la sensibilité. Et donc du coup, reconnecter avec son pathos, c'est presque subversif d'une certaine façon. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à un truc que j'ai découvert il y a 1 ou 2 ans qui m'avait beaucoup marqué. J'ai pas mal étudié les violences sexuelles et leur prise en charge il y a 1 an ou 2 parce que je préparais une conférence sur le sujet et puis que j'avais pas mal de patients concernés que j'accompagnais, etc. Et en fait, je me suis intéressé un peu à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, les pédocriminels, les violeurs, etc., qui étaient condamnés et qui étaient pris en charge. Et j'ai découvert un truc qui m'a marqué, c'est que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la maïeusthésie, l'IFS, cette manière qu'on a de voir l'esprit sous forme de plusieurs facettes, de plusieurs personnalités, de différents âges, etc. En fait, j'ai appris un truc, c'est que les pédocriminels, donc les personnes qui passent à l'acte et qui abusent des enfants, ont généralement tendance à traiter leur enfant intérieur de la même façon que celle avec laquelle ils ont été traités quand eux-mêmes ont été abusés par le passé. Parce que ça, moi je parle des gens abusés qui deviennent abuseurs. Les hommes qui ont été abusés dans leur enfance et qui deviennent abuseurs à leur tour d'enfant. Et en général, en fait, ils traitent leur enfant intérieur, l'adulte en eux traite leur enfant intérieur de la même façon qu'ils ont été traités. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu sordide et un peu violent, mais c'est comme s'ils avaient intériorisé que c'était comme ça qu'on traite les enfants, que c'était banal, que c'était normal. Ils avaient normalisé la violence, et du coup, puisque c'est normal, et ben c'est pas grave si je fais pareil avec d'autres enfants. Et en fait, j'ai trouvé ça très triste de me rendre compte à quel point, en fait, ces pédocriminels, en plus de traumatiser des gosses, se maltraitent eux-mêmes en permanence. Ils maltraitent leur enfant intérieur et ils vont s'auto-maltraiter en permanence de façon extrêmement violente. Et qu'en fait, effectivement, souvent, quand on a des comportements pervers et qu'on maltraite des gens et qu'on renie la sensibilité des autres, en général, c'est souvent aussi qu'on est déconnecté de sa propre sensibilité et qu'on se maltraite aussi potentiellement soi-même. Euh, Tout à l'heure, je parlais du petit chef qui harcèle son employé, etc., jusqu'à ce que l'employé fasse un burn-out. Il est très probable que le petit chef qui maltraite son employé, son salarié, il le fait parce que lui-même, il se met la pression de ouf et qu'il est terrorisé et qu'en fait, ça le rassure d'avoir quelqu'un à persécuter pour se sentir un peu moins impuissant et un peu moins sans défense. Et que finalement, c'est une façon de gérer son propre pathos que de maltraiter autrui pour ne pas avoir à se sentir lui-même dans sa propre sensibilité. Et tu vois, c'est la même logique entre Idriss Aberkan et Thomas Durand quand ils se sont envoyé des vidéos. Finalement, Thomas Durand a eu clairement des comportements qui relevaient du harcèlement envers Idriss Aberkan et vice versa. Hein. Mais clairement, la façon dont Thomas Durand s'est acharné vidéo après vidéo sur Idriss Aberkan et sur d'autres, hein, il fait ça avec plein de gens, c'est une façon de ne pas avoir à rencontrer sa vulnérabilité et probablement que s'il était davantage à l'écoute de cette peur qu'il a chez lui, il aurait beaucoup moins besoin d'aller loin et de s'acharner dans les conflits au point d'écrire des articles, de faire des vidéos pour afficher des gens sur la place publique et pour les humilier et les dévaloriser. Parce que ce comportement-là est un comportement violent, un comportement qui relève du harcèlement et qui est la conséquence de sa propre difficulté à s'écouter et à se rassurer lui-même de façon autonome, en fait. Je rebondis là-dessus. Est-ce que le côté, là tu dis le côté pile de quelque chose dont j'aimerais montrer le côté face potentiellement, à savoir est-ce que les personnes qui sont enclines à devenir des sauveuses, donc le phénomène du syndrome du sauveur, est-ce que c'est pas la même chose mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que je n'écoute pas mon pathos à moi puisque je m'occupe de celui des autres mais dans le soin cette fois-ci. Alors effectivement, il y a cette idée que c'est beaucoup plus facile de s'occuper des autres parfois que de s'occuper de soi. C'est un peu le syndrome des cordonniers mal chaussés qui traverse beaucoup de soignants. Il y a beaucoup de soignants. Et typiquement, tu vois, je pense que tu connais cette différence entre l'empathie et la sympathie, dont je parle dans l'épisode 6 de MetaSelf. Et bah, cette distinction, elle est fondamentale parce que c'est souvent un mind blow, une révélation pour les patients que j'ai qui sont des soignants. Tu vois, j'ai eu pas mal de patients qui étaient infirmiers, soignants, etc.
Et souvent, c'est des gens qui vont dire oui, je suis hyper empathique, je suis un empathe, je suis hyper sensible, etc. Et ils vont poser des étiquettes valorisantes sur leur tendance à être débordés par les émotions des autres et à faire le sauveur. Sauf qu'en réalité, ils sont pas en empathie, ils sont en sympathie. Et c'est pas du tout la même chose en termes de processus émotionnel intérieur. Et comprendre la différence entre les deux, comprendre que la sympathie génère une sorte de fusion et d'indifférenciation, ça aide à pouvoir comprendre justement la différence entre aider quelqu'un depuis un espace de connexion à son désir, etc., ou aider quelqu'un depuis le syndrome du sauveur, c'est-à-dire depuis la peur et depuis un état de sympathie qui fait qu'on ne supporte pas de voir l'autre souffrir, et du coup on va avoir un sentiment d'urgence à agir pour répondre à cette souffrance et agir parce que c'est insupportable d'être impuissant. Et le problème, c'est que quand on agit depuis le sauveur, on va souvent alimenter le problème et générer de la violence, parce que quand on a une victime et qu'on fait le sauveur, on va souvent se chercher un persécuteur aussi, à pointer du doigt et à culpabiliser. Par exemple, typiquement, ça va être en entretien, si jamais j'ai, je sais pas moi, un patient qui me dit, oh là là, ma femme, elle me saoule, etc., elle est méchante, et que moi, je suis en sympathie et que je fais le sauveur avec ce patient, il est très probable qu'on va faire de sa compagne un persécuteur. Dire, ah ouais, franchement, elle est pas sympa, vous devriez la quitter parce que franchement, c'est pas une bonne personne. Et ça, c'est pas du tout pertinent d'un point de vue thérapeutique. Parce que je suis en train d'alimenter la violence et d'amplifier le problème plutôt que d'essayer de désamorcer le truc, en fait. Hmm. Donc, Ouais, effectivement. il y a plein de choses dans ce que tu dis, et notamment aussi l'envie d'être aimé par son patient. C'est-à-dire que aller dans son sens, donc du coup, cette sympathie là, c'est aussi aller dans son sens pour que la personne qu'on le brosse dans le sens du poil et donc il y a non seulement se mettre au diapason avec une confusion, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la confusion se fasse dans ce sens-là, c'est-à-dire que la sympathie qui est de la confusion entre soi et l'autre, eh ben c'est un terme qui est confus puisque on plaque le mot d'empathie dessus. Donc on confond les deux. Donc il y a une confusion vraiment de partout, c'est-à-dire on utilise l'empathie pour désigner de la sympathie, et donc à ce titre-là, on attribue toutes les vertus de l'empathie. Il y en a aussi à la sympathie, et tu le soulignes dans ton podcast, et c'est très intéressant d'ailleurs. Mais il y a des vertus à la sympathie, mais c'est pas les mêmes que celles de l'empathie. Et donc quand on est hyper empathe parce que dès que quelqu'un se sent mal, on est bouleversé, ben non, on est hyper sympathique. Et c'est cool aussi. Mais c'est bien de se rencontrer avec ça. Et c'est là où tu vois le logos peut venir nous aider. Parce que la mobilisation de la logique et de la conceptualisation via le logos, ça va aider à mettre de la clarté et du discernement sur ces différents mouvements émotionnels, et du coup à pouvoir repérer si on est plutôt dans l'empathie ou dans la sympathie, et de pouvoir évaluer dans quelle mesure est-ce que ça a du sens, et dans quelle mesure on n'est pas en train de déborder et d'être hors cadre, dans un cadre qui n'est plus thérapeutique, mais qui va potentiellement nous mettre en difficulté, quoi. Ben, je te remercie pour tout ça. Et ça fait un certain temps qu'on parle tous les deux, ça fait plus de 3 heures. Je voudrais te poser la question de comment tu vas au niveau de l'énergie, comment c'est pour toi. Petite respiration pour savoir où t'en es, toi. Je me dis que j'aurais dû ramener un verre d'eau, parce qu'effectivement, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Ben, je t'en prie. Mais ça va, je trouve que c'est intéressant. On a pu aborder des trucs. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de politique ou de ces sujets-là, mais je trouve que ce qu'on a dit avait plutôt du sens. Hmm. Même si j'ai conscience d'avoir parfois fait un peu des raccourcis, etc. Mais bon, j'ai fait confiance à Ben, pour l'intelligence des s'exprimer. auditeurs Hmm. pour avoir conscience que je parle avec du recul et sans adhérer premier degré à tout ce que je dis, dans le sens où voilà, je parle aussi de mes névroses et de mes propres passions et de mes obsessions, entre guillemets.